Madame Rekia Madougou, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. tout le plaisir est à moi. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier conseil des ministres? Comment ça s'est passé? Alors, la petite anecdote, évidemment, pour ne pas faire la langue du bois, elle n'était pas du tout marrante parce que, alors donc je suis nommée, évidemment, beaucoup d'interprétations dans la presse, en tout cas beaucoup d'articles, évidemment je dois rendre grâce à Dieu, la plupart étaient assez élogieux, etc. Mais bon, c'était pas ça le plus important. Mais en revanche, je me rappelle, donc je dois participer au premier conseil des ministres. Mon attaché de cabinet donc m'amène la pile des journaux, des quotidiens du jour. Et bon, naturellement, moi, je feuillette un petit peu avant d'aller en conseil. Et je vois déjà en gros plan ma photo, évidemment l'une de mes photos, d'ailleurs prise au cours d'une activité culturelle, je ne sais plus trop quoi, mais bref, une photo où j'étais en tailleur, avec des grosses lunettes fumées, et puis je vois en gros titre, les boucantières font leur entrée au gouvernement. Alors, catastrophe, parce que je dis, bon d'accord, en voilà un qui me chosifie. Le temps est déjà donné. Absolument. Et qui me cantonne en fait dans de l'esthétisme. Parce que tout de suite, j'ai perçu un peu l'ironie sexiste. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, encore une fois, on va regarder une femme non pas pour ce qu'elle a dans sa tête, non pas pour son parcours, mais on va l'identifier à son apparence physique. Et donc, ça n'a pas raté. Chaque fois, ce journaliste qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu quelqu'un de très très proche à moi, il m'a dit, mais c'est incroyable parce que chaque fois, on est obligé, à chaque fois qu'il y a une activité du gouvernement, on est obligé de te rechercher parce que on veut, c'est tellement vendeur ton image, on veut faire un gros plan sur toi et puis c'est tellement... J'ai dit, bon d'accord, mais un peu de royalties dans ce cas, des ristournes, parce que si je vous fais vendre alors que vous me tapez dessus, il faut au moins que je gagne quelque part. Bon, ça c'était pour la petite boutade. Mais plus sérieusement, donc je me retrouve dans le premier conseil des ministres. Alors, la chance que j'avais, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup appris dans ma vie précédente, à la fois la vie militante, mais aussi dans le secteur privé. J'avais déjà évidemment dirigé plusieurs groupes, mes propres entreprises. Et donc, la première idée qui m'est venue en tête, c'est comment tu participes à ce conseil des ministres en te distinguant par tes compétences. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais très rapidement tenu un conseil de cabinet qui m'a permis d'avoir une vue très rapide, générale et globale de tous les sujets importants et particulièrement des sujets sensibles du département. Et je me rappelle, puisque donc un conseil des ministres, vous avez un ordre du jour, et puis après, vous avez évidemment la partie où, bon, vous pouvez aborder des questions diverses. Et moi, cette fois-là, je n'avais pas de dossier en conseil, c'était la première fois, mais mon ministère, puisque l'État est une continuité, mon ministère n'avait pas de dossier dans cet ordre du jour. Mais comme dans ma tête, j'avais justement cette envie, cette rage de démontrer que je ne suis pas là par hasard, eh bien, à la fin... Vous n'êtes pas que la boucantière du conseil des Exactement, ministres. vous avez très bien compris. Puisque d'ailleurs, je savais par ailleurs qu'en sortant de ce conseil, s'il y a une personne que les journalistes attendaient pour interroger, ce serait bien moi. S'il y en a 10, j'en ferais partie. S'il y en a 3, j'en ferais partie. Bon, bref. Et donc, si je sortais et qu'on devrait m'interroger, je n'allais pas dire, bon, vous savez, ce premier conseil, je n'avais pas de dossier à présenter. Je les obligerais, si c'était le cas, à se concentrer sur d'autres aspects. Or, moi, je tiens à désormais orienter le ton par rapport à ma nouvelle casquette. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'aborde un sujet très sensible de moi-même. Mais comment je l'aborde? Je l'aborde parce que justement, j'avais déjà tenu mon conseil de cabinet, que j'avais déjà écouté les personnalités, que j'avais surtout aussi cherché à comprendre quelles étaient les difficultés, puisque quand même, j'étais arrivée à un moment où il fallait quand même redresser certains aspects de ce département ministériel. Et donc, une fois qu'on était à la fin sur les questions diverses, je demande au chef de l'État de m'accorder l'autorisation de pouvoir m'exprimer sur une question diverse qui, ma foi, je pense, pourrait fondamentalement améliorer l'image du gouvernement, d'autant que ce sujet, par ailleurs, s'adressait à la question de l'autonomisation des femmes.
Et donc, évidemment, le président, très intéressé, me donne la parole. Et puis, je fais une petite présentation de 5 minutes sur là où nous sommes, les difficultés actuelles et ce que je pense que nous pouvons très rapidement, mais en toute urgence, engager pour un peu freiner une certaine hémorragie qui était engagée par certaines personnes de mauvaise foi. Alors, évidemment, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Le président m'avait demandé donc d'attendre pour qu'on puisse approfondir très rapidement ce sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Et il n'avait pas manqué d'exprimer sa surprise agréable parce que justement, il m'apprenait que cela faisait partie des raisons pour lesquelles, m'ayant identifié comme une personnalité de courage, que je pourrais effectivement très rapidement résoudre cette difficulté. Et donc pour lui, c'était une surprise, mais très agréable, puisque ça faisait partie de ma lettre de mission, mais une partie que je ne savais même pas encore. Mais le fait que j'ai pu anticiper, bah, évidemment, lui s'est dit, elle a sans doute du chemin. Vous avez parlé de la question de l'autonomisation de la femme. Pourquoi c'était important pour vous? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire de façon générale? Si vous voulez, je parle souvent de l'autonomisation parce que c'est la clé de la promotion du leadership des femmes. Je vous donne un exemple. Je l'ai tellement vécu, pratiqué, que j'en ai fini par en faire un sacerdoce. C'est pour ça que je travaille beaucoup autour du concept d'autonomisation. Le premier poste ministériel que j'ai occupé avant d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'était ministre en charge de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes. Et donc, évidemment, le cœur de cible de ce ministère, c'était vraiment la question de l'autonomisation des femmes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que des femmes qui commençaient avec zéro ressource, mais alors là, vraiment, quand je dis zéro ressource, c'est zéro ressource, et pour lesquels on avait mis en place des programmes d'accompagnement, donc de microcrédit aux plus pauvres, au fil des cycles d'accompagnement, au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour le maximum du produit phare, du produit d'entrée, ces femmes, en vérité, se muaient en politiciennes redoutables dans leur localité, au point où les hommes politiques, députés, ministres et autres étaient obligés de passer par elles quand ils avaient des activités dans les localités pour en faire des mobilisatrices. Or, souvenez-vous ce que j'ai dit à l'entame de mes propos sur cette question. Ce sont des femmes qui, à la base, étaient des femmes démunies que personne ne considérait dans la localité. Plusieurs d'entre elles n'étaient même pas connues parce que, évidemment, totalement dites pauvres. Mais voilà des femmes qui, quelques mois après, deviennent des femmes émancipées, des femmes épanouies, mieux, des femmes auxquelles des hommes politiques ont recours pour pouvoir organiser des événements. C'est pas beau ça? Et pour moi, c'était la plus grande école dans ce ministère. Parce que j'ai vu comment, en apportant même des petites ressources aux gens, on changeait leur vie, on changeait même leur mode de pensée et on changeait leur destin et le destin de leur communauté parce que cela impactait à la fois l'éducation des enfants, parce qu'elles arrivaient par exemple à payer les frais de scolarité, acheter les ouvrages, à mieux suivre la santé de leurs enfants, ça devenait aussi une éducation humaine. Et donc, pour moi, il est fondamental, si vous voulez gagner une femme, si vous voulez gagner en positionnement de la femme, il est très important d'avoir ce triptyque. Éducation, donc éducation, formation, autonomisation, leadership. Si vous avez envie d'avoir des femmes qui soient représentées dans les instances de décision et que vous avez réussi à agir sur ces 3 piliers fondamentaux, eh bien vous avez réussi. Si vous êtes un chef d'État, vous avez réussi votre mandat d'avance. Si vous êtes dans la vie associative et que bon, c'est une cause que vous avez assignée à votre organisation non gouvernementale, vous avez déjà réussi. Parce que on ne peut pas demander aux gens, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la pyramide de Maslow. On ne peut pas demander aux gens qui n'ont pas réussi encore à satisfaire les besoins fondamentaux de rentrer dans une phase d'estime de soi, de rentrer dans une phase de militantisme, de participation à la vie associative ou militante ou politique, alors que les questions quotidiennes ne sont pas réglées.
qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont manger ou qu'elles ne savent pas ce que leurs enfants vont manger. Mais quand vous les avez aidées à régler ces questions, elles vont commencer à penser à mieux exister dans leur communauté. Alors, vous parlez souvent aussi de l'économie inclusive. Absolument. On va juste nous intéresser à cet aspect, je dirais, de votre militantisme ou de votre engagement surtout, Madame la Ministre. Alors, merci de m'avoir interrogé sur ce point qui m'est capital, qui d'ailleurs est plutôt le socle englobant de l'autonomisation. Parce que justement, l'économie inclusive utilise comme l'un de ses bras armés l'autonomisation. Et pour moi, c'est fondamental pour l'équilibre des sociétés. C'est fondamental justement pour éviter les conflits. Regardez un peu la question des migrations clandestines. Regardez un peu malheureusement à quoi la jeunesse africaine dans certaines contrées est vouée. Et si on menait le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on a créé une meilleure participation de la jeunesse à la création de la richesse nationale. Je dis bien une meilleure participation parce que je ne veux pas sauter et arriver en bout de chaîne où tout le monde attend à partager du fruit de la croissance. L'inclusivité commence à la création de la richesse. Pas la redistribution. Pas au niveau de la redistribution. Parce que si c'est au niveau de la redistribution, vous êtes dans l'assistanat. Et l'assistanat n'est pas un modèle économique durable. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui produisent et qu'on puisse partager à d'autres. Donc, ce n'est pas un modèle viable. En revanche, quand on a trouvé les mécanismes par lesquels toutes les couches sociales contribuent à faire cette croissance, à créer cette croissance, eh bien, en bout de chaîne, la redistribution a de la légitimité pour s'adresser à tout le monde. Et mieux, si ce n'est pas fait, il y a des raisons valables, justement, d'entrer en situation de revendication fondée. Mais encore une fois, l'État a un rôle central à jouer parce que c'est l'État qui crée les conditions, c'est l'État qui facilite les mécanismes qui permettent cette inclusivité. Il faut cesser de penser à l'État comme un vecteur d'assistanat, mais plutôt comme un acteur d'assistance. Parce que l'assistance, elle est nécessaire pour les couches dites vulnérables. Mais ces couches dites vulnérables, en vérité, n'ont juste besoin que d'un petit coup de pouce pour que leur vie change. Mais pour ce faire, il faut créer un mécanisme où, de façon très concrète, lorsqu'on a mis en place un système de financement, par exemple, on sait qu'en Afrique, la terre fertile est à gogo, on sait que, par exemple, l'agriculture est la première richesse de nos pays, mais imaginez-vous un seul instant que vous mettez en place un mécanisme qui permet d'agréger un nombre impressionnant d'agriculteurs, de jeunes, de femmes, parce que c'est sur des chaînes de valeur et parce qu'on sait que de bout en bout, on va avoir non pas seulement des agriculteurs, mais on va avoir aussi des agrégateurs, on va avoir aussi des transformateurs, on va avoir des gens qui vont servir au niveau de la logistique de la chaîne de valeur. Eh bien, quand vous avez créé des mécanismes justement pour enrôler un ensemble de jeunes et de femmes, c'est que vous avez créé les conditions pour l'inclusivité en amont. Et justement, résultat des courses, quand les revenus seront produits au cours de ces chaînes de valeur, pour poursuivre avec le même exemple, mais naturellement, il n'y a plus besoin d'un État qui va dire que bon, je vais vous payer un salaire à la fin du mois, je vais vous payer un RMI, je vais vous payer une assistance sociale. Non, mais parce que vous avez contribué à la mise en place justement de ces différents outils, parce que vous avez contribué à la formation de la richesse nationale, ben justement vous êtes dans le processus et naturellement, en bout de chaîne, vous avez un revenu. Et donc l'idée pour moi de l'économie inclusive, c'est réellement penser de façon optimale, parce qu'il n'y aura jamais, 100% d'inclusivité. En revanche, c'est d'être dans une démarche où le maximum de couches possibles se retrouvent dans divers mécanismes qui sont corrélés et qui permettent à toutes ces couches, au maximum des membres qui constituent ces couches, de se retrouver in fine à la table du repas. Alors, Madame la Ministre, on va parler de cette journée sur le plan international qui célèbre la femme.
Quelle est votre position par rapport à cette journée? Que pensez-vous de la journée du 8 mars? Alors, d'entrée de jeu, je puis déjà vous dire que, humblement, hein, je l'ai fêté plusieurs années. Et puis, depuis 3 années, j'ai commencé à me dire, mais c'est une véritable supercherie, cette histoire. Oui, parce que, en fait, alors je l'ai faite aussi, hein, je l'ai fait aussi. C'est-à-dire que, bon, c'était un jour où, dans une grande faste, on fait des conférences, on s'échange des idées. Non, non, tout ça c'est très bien, hein, c'est parfait. On a des activités de réjouissance, c'est bien. Sauf que, il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à m'interroger sur le sens réel et surtout ce qu'on en retient une fois que la journée ou le mois est passé, parce que maintenant, finalement, ça prend tout le mois, hein, il y a tellement d'activités, etc. On retient souvent les parades, les défilés. Les parades, les défilés, les pailles évidemment. Je peux vous rassurer que j'en ai bien porté. J'en ai bien porté, peut-être que j'en porterai encore par ailleurs, parce que parfois c'est peut-être perçu comme du mépris quand vous avez des groupes de femmes qui vous aiment bien, qui veulent vous associer à leur initiative, exactement. Mais de plus en plus, pour des raisons de conviction personnelle profonde, je commence à me dire que, en fait, c'est une façon de chosifier la lutte des femmes à l'émancipation. Pourquoi? Parce que pourquoi a-t-on besoin de la journée internationale de la femme? Il n'y a pas de journée internationale de l'homme. Pourquoi a-t-on besoin de célébrer la femme autrement que son droit naturel et inné? Cela voudrait dire qu'on reconnaît que la femme a besoin d'être imposée, alors que normalement la femme est une part entière de l'humanité et non négligeable. Je ne veux pas rentrer dans les statistiques, mais simplement je me dis que plutôt que de fêter la journée internationale de la femme, je suis d'accord par exemple qu'on fête la journée de l'autonomisation, mais ce sont des journées dont on parle très peu. Qu'on fête la journée du handicap, ce sont des journées dont on parle très peu. Qu'on fête simplement la nécessité pour les États d'être au chevet des couches les plus vulnérables. Alors, c'est vrai qu'après on rentre aussi dans un autre paradigme où finalement tous les jours de l'année sont des journées de quelque chose. Et donc finalement, la question que je me pose, pourquoi fêter une cause un jour particulier? Une cause, quand elle vous tient à cœur, elle est si noble qu'elle doit constituer votre leitmotiv chaque jour de l'année. Elle est présente dans votre quotidien et toute votre vie. Donc moi, les différentes motivations que j'ai, je ne veux pas les célébrer un jour l'année. Je veux les célébrer tous les jours. Je veux me donner la possibilité d'y réussir, d'y exceller, de changer la vie des gens tous les jours de l'année. Et pas seulement un jour où je m'assois, je fais des beaux discours, j'ai un joli pain, etc. Bon. Vous avez été ministre, vous êtes, je dirais, businesswoman. Quel pourrait être le summum pour vous? Peut-être la prochaine chef d'État? Cette question, j'y réponds de 2 manières. La première manière, c'est que, est-ce que Rekia Madougou a les qualités d'assumer cette haute fonction de l'État? Est-ce que Rekia Madougou en a le parcours? Est-ce que Rekia Madougou en a les compétences? Je vous laisse le soin d'y répondre. Et la seconde façon d'y répondre... le peuple béninois. Et la seconde façon, justement, j'en viens là, il ne m'appartient pas à moi de décider d'être candidate. Il appartient à un moment donné au peuple béninois d'en décider et de me le témoigner dans une ferveur telle que je n'ai pas le choix d'y répondre favorablement. J'avoue, et comme vous le voyez déjà, il y a eu à plusieurs reprises des sollicitations dans ce sens, des fan clubs qui se créent, des appels à candidature. Ça, on n'y déroge pas. En revanche, je ne sais pas dire si un jour, je me retrouverai dans une situation où la ferveur et la sollicitation seraient telles que, justement, il faudrait, en toute responsabilité, que je me lance. Ou par ailleurs, ça peut être des situations simplement de vie ou de gouvernance qui suscitent la responsabilité de s'engager à cette cause qui, du reste, est très noble.